Le choix, quel choix? Les choix, vous en avez fait toute votre vie, tous plus mauvais les uns que les autres. Des choix, vous en avez fait toute votre vie, tous plus mauvais les uns que les autres. Est-ce que les nouvelles technologies nous déshumanisent? Euh, je dirais oui, mais en apportant un peu des nuances. Je dirais que ça dépend desquelles, en fait, technologies. Et elles nous déshumanisent au sens où il y a une forme de robotisation des relations sociales. Effectivement, on a l'impression de devenir de plus en plus froid et moins émotionnel peut-être. Les réseaux sociaux notamment, enfin des choses qui créent en fait comment dire, on est tellement pris dans l'immédiateté via les réseaux sociaux qu'on oublie un peu le recul et la réflexion. Et c'est en ce sens-là, je trouve que on perd peut-être l'intelligibilité, enfin le recul, l'intelligence du recul quoi, sur ce qu'on vit. Et en même temps, je nuancerais en disant que euh, on perd pas non plus nos sentiments et nos émotions. Justement, si, tenez, vous par exemple, votre femme s'est tirée, votre femme s'est tirée, votre femme s'est tirée. Ces technologies, ces réseaux sociaux, ces nouveaux outils de communication, je me rends compte trop souvent que ça empêche les gens de communiquer ou de communiquer vrai. Ça empêche les gens de vraiment se parler, en fait. J'ai en tête un souvenir d'une salle d'attente de médecins, d'une mère avec ses deux enfants, et ils ont passé le quart d'heure d'attente, chacun sur leur truc, hein, sans échanger un mot. Et donc, il n'y a plus de communication verbale. Je pense même que cette génération a moins de vrais amis. On est dans des friends sur Facebook. Ah ouais, j'en ai 500, mais des vrais amis qui me passent un coup de fil vocal, euh, ne serait-ce que pour un anniversaire, ou comme ça. euh, Là, il n'y en a pas beaucoup. Ginny, won't you please come home? With the glasses squeezed and the buffalo's on. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jim, because you need a bath, and your grandpa Jimmy has taken down. Je pense qu'on devient de plus en plus individualiste. Ça nous rend un peu comme ça. L'idée d'aller au supermarché et de parler à une machine, c'est pas très intéressant. Oui, on a plus ce regard qui est super important, le regard des gens, l'interaction, enfin, la vie, quoi. Je crois qu'on perd énormément avec ça. Et en même temps, si on parle d'internet ou de Facebook et tout ça, je pense que ça nous aide justement à propager, à diffuser notre art d'une autre manière en fait. L'idée c'est juste de modérer un petit peu ces choses quoi. George Orwell a écrit un roman qui était intitulé 1984, 1984. Et le grand personnage finalement invisible de ce roman était Big Brother, le grand frère. La célèbre phrase « Big Brother is watching you ». Is watching us, je dirais maintenant. C'était un roman d'anticipation, de science-fiction, et c'est extrêmement actuel, où eh bien comment appelle-t-on ça, les fournisseurs d'internet eh bien savent précisément
en savent beaucoup plus long que n'importe qui sur n'importe lequel d'entre nous qui se branche sur Internet. Voilà. Et en plus de nous déshumaniser, ces machines-là, les gens qui dirigent ces machines-là, essayent finalement de nous contrôler totalement. C'est très dangereux. Très. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a complètement modélisé et transformé au niveau sociologique les relations et notre rapport à l'environnement de manière générale. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre de l'instantanéité et de l'immédiateté. On peut tout découvrir, tout voir quasiment à portée de clic, quoi. Il y a quasiment plus de recherche active vers une œuvre ou vers... On peut y avoir accès très facilement de nos jours. Et après, par rapport au ressenti, c'est vrai qu'on peut très vite, après avoir découvert une œuvre, que ce soit un livre, un film, on peut établir notre avis à chaud, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire à peine après l'avoir consommé. Et c'est un mot que j'utilise justement de manière délibérée, intentionnellement, le mot consommer, parce que c'est ça un peu, c'est un peu de la consommation en fait. L'art en fait s'est un peu transformé et les réseaux sociaux l'ont façonné comme ça, c'est-à-dire qu'on peut consommer l'art, quoi. Et ne plus justement introduire ce recul qui, à mon sens, est quand même nécessaire aujourd'hui. C'est prendre du recul par rapport à une œuvre, ne pas tweeter son avis après avoir vu un film. Je pense que c'est quand même bien qu'elle puisse prendre le temps. Le temps est nécessaire, quoi. Moi, je dis toujours ça quand je rencontre des patients, je dis le temps, c'est un médicament, en quelque sorte. En psychiatrie, c'est indispensable le temps, enfin laisser le temps aux choses. Je pense que quand on voit une œuvre, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire vraiment laisser le temps, ça me paraît vraiment fondamental pour avoir un avis d'autant plus appréciable, quoi. Enfin, en tout cas, d'autant plus pertinent. Voilà. Oui, si, parce que c'est tout de suite, tout maintenant, on a tout est là à disposition et je pense que c'est un moyen de dire coucou, je suis là, donc là j'aime pas. Mais pourquoi t'aimes pas, déjà tu l'exprimes pas, et pourquoi le dire je sais pas, moi je pense que c'est pour montrer qu'on existe par rapport à justement cette machine et cette notion d'individualité. On a envie de montrer qu'on est là. Enfin, moi je le vois comme ça. C'est pas évident, je trouve, à répondre à cette question parce que je pense que ça va très vite et on a du mal à prendre du recul. Ouais, on a du mal à prendre du recul par rapport à ça, ouais. Des œuvres d'art faites par des intelligences artificielles. Ça existe, hein. Enfin, je veux dire, un ordinateur, ça peut par exemple dessiner des fractales. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Des fractales, c'est quand on prend par exemple un triangle, et puis sur chaque côté, on refait un triangle, et puis ensuite sur chaque côté, etc., pour arriver, par exemple, au flocon de neige, ou des fougères, ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on peut modéliser avec un ordinateur assez facilement, et l'ordinateur va produire des images 2D ou 3D qui peuvent être assez spectaculaires. Alors, est-ce que c'est l'ordinateur qui produit ou est-ce que c'est celui qui a fait l'algorithme et qui rentre les données? Toujours est-il qu'on peut dire que l'ordinateur produit des... Est-ce que c'est de l'art? Le mot déshumanisé, de par sa racine, me fait penser à un autre mot qui est très à la mode actuellement, qui est celui de transhumanisme, où des gens se sont mis dans la tête de finalement remplacer Dieu. Mary Shelley a déjà fait ça de manière littéraire au XIXe siècle avec le mythe de Frankenstein, le nouveau Prométhée, hein. Prométhée moderne. Eh bien, il semblerait que des médecins, des informaticiens, des gens aux ambitions démesurées
se soit mis dans la tête de concrétiser ce mythe littéraire. Et pour ce faire, prennent appui de plus en plus sur ce qu'ils nomment l'intelligence artificielle. Ce qui pour moi est un non-sens. Intelligence artificielle, pour moi c'est pratiquement un oxymore. C'est deux mots qui s'opposent totalement. Un être humain est intelligent, mon chien est intelligent, ça n'est pas la même intelligence, nous sommes bien d'accord, mais c'est une intelligence puisque animale, autrement dit animée, qui est l'objet d'une âme, qui fait l'objet d'une âme. Là, nous avons des intelligences. L'être humain est intelligence. Une machine, non, n'est pas intelligence. Même si on lui donne les atours de ce qui peut paraître une ébauche d'intelligence autonome, paraît-il. Bon. Il me semble que, et qu'on me prouve le contraire, Bach est né en 1685 et mort en 1750, n'a jamais connu par conséquent la moindre forme d'ordinateur. Bon, Pascal avait déjà inventé sa machine à calculer, mais c'était entièrement mécanique, c'était des rouages. Et Jean-Sébastien Bach a créé le clavier bien tempéré, a créé l'art de la fugue, etc., etc. N'a jamais eu besoin du moindre ordinateur pour ça. Et toutes les musiques que j'entends actuellement, des gens me disent que j'ai déjà eu ces échos-là, qu'une machine avait créé de la musique. C'est à mourir de rire, quoi. Quand on écoute ça, on se dit, oui, c'est une suite d'accords, oui. Et ça n'est pas de la musique. La musique, il faut qu'elle vive. Alors que les nouvelles technologies nous déshumanisent, j'en suis à peu près persuadé, oui. Oui. Alors pour moi, là sincèrement, c'est pas du tout rentré dans ma tête qu'on puisse faire ça à des machines. C'est-à-dire qu'on le fait, mais j'arrive pas à concevoir les choses comme c'est pas des humains. Donc pour moi, oui, ça déshumanise encore plus l'art, quoi. Enfin la vie et tout, quoi. Ça a été fait par des humains, certes, mais moi ça me perturbe cette notion en fait de faire de l'art avec une machine. Peut-être ça va faire son chemin, mais là pour l'instant je trouve ça trop un peu fou, quoi. Si on en revient à la définition qui est de dire l'art c'est un mode d'expression du genre humain pour exprimer quelque chose, une émotion, un goût, une intelligence artificielle non humaine ne peut pas produire de l'art. Bon. Je pense que la clé, c'est peut-être l'émotion. Un artiste qui peint un tableau, il veut exprimer quelque chose, exprimer une idée, une émotion. Est-ce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle peut exprimer une émotion, la ressentir, je ne pense pas, l'exprimer, que ce soit vraiment réel, j'ai du mal à le concevoir. Donc, non, pour moi, ça ne fait pas vraiment bon ménage. L'art pour moi, alors c'est une question compliquée déjà, je trouve. Je ne sais pas s'il y a vraiment une définition pure et objective de l'art. Je pense que ça fait appel de toute façon à une certaine subjectivité. Je dirais que l'art, selon moi, c'est une activité humaine qui traduit les tiraillements, les conflits internes, qui permet d'exprimer les émotions
et les sentiments de telle sorte que ça se traduit voilà, sur une œuvre en fait. Je pense que c'est délicat et difficile de définir l'art et voilà, enfin, je le perçois un peu comme ça. L'art pour moi, en fait, je pense que l'art c'est quelque chose que les hommes produisent, les hommes et les femmes produisent. C'est une façon de s'exprimer en fait. Et ça peut être très varié. Il y a les spectacles vivants, que ce soit de la musique, de la danse, du théâtre. Mais ça peut aller jusqu'à la cuisine. La cuisine, c'est un art. La sculpture, c'est un art. On pense souvent à ce qu'on voit dans les musées, mais il y a tout un tas de choses qui sont des arts. Si on reprend l'origine latine du mot, c'est la technique aussi, si on se rapproche des Grecs, la techné des Grecs, c'est aussi l'habileté, l'adresse. C'est donc affaire avant tout d'artisanat, l'art. Alors c'est aussi, étymologiquement, un mot qui a une forte relation avec le mot arma du latin, qui a donné aussi l'arme. De là à dire que l'art est aussi une arme. Pour moi, c'est un moyen d'expression, un moyen de s'exprimer, un moyen de faire sortir les choses qu'on a à l'intérieur qui sont bien enfouies, qu'on n'ose pas dire autrement que par l'art en fait. Et j'ai besoin de ça, ça me nourrit, c'est inspirant. Du coup, j'ai besoin d'aller voir des expos aussi pour le beau. Voilà, pour l'inspiration. Donc c'est assez présent dans ma vie en fait. L'art m'est-il utile ? Alors, j'emprunterai peut-être l'adage très populaire tout ce qui est inutile, peut-être est-ce indispensable ? L'art est-il inutile ? Pour beaucoup de personnes, certainement. Pour moi, il est utile et donc indispensable. Alors, quelle place a-t-il dans ma vie ? Une place essentielle, je dirais, d'essence vitale. Son absence, bien au contraire, serait létale en ce qui me concerne. Mais pour l'instant, je me sens bien vivant, il est là. Le cinéma, pour moi, c'est l'art le plus total, puisqu'il réunit tous les arts, en fait. C'est celui qui est l'art somme, entre guillemets, quoi. Et quelle utilité et quelle place ça a dans ma vie ? La place, elle est fondamentale, je dirais, puisque je suis passionné de cinéma, je dirais, depuis l'âge de 8-10 ans, donc c'est très ancien. Et ça occupe une place vraiment prépondérante dans ma vie, au point que je ne pourrais plus concevoir ma vie sans le cinéma, à l'heure actuelle. J'ai du mal à imaginer pouvoir faire sans, au point que ça devient presque une forme d'addiction, en quelque sorte. Et quelle utilité ça a ? Ça me permet d'exister, ça fait de moi un homme meilleur, je pense, dans ma vie de tous les jours. Ça m'accomplit sur différentes formes, que ce soit sur le plan émotionnel, personnel, professionnel. J'y tire à chaque fois un bénéfice et voilà, c'est quelque chose qui est, à mon sens... encore une fois, il y a un art total et il y a tellement à en tirer que c'est difficile de dire quelle place ça pourrait occuper, mais en tout cas, c'est celle-là que ça occupe dans ma vie, quoi. Je dirais que la musique peut m'apporter ça, que ce soit de la musique classique ou un tube des années 80 ou un truc d'aujourd'hui. Une émotion peut faire... une musique peut très facilement faire monter une émotion. Et c'est des choses que j'ai essayé un petit peu justement pour faire tout de suite monter une certaine émotion. Je me suis rendu compte qu'avec telle ou telle musique, ça pouvait rappeler tel ou tel sentiment et donc faire monter très facilement une émotion d'exaltation ou de tristesse ou de joie. J'ai commencé à chanter à l'âge de 16 ans, donc ça fait un petit moment que je chante, j'ai 33 ans maintenant, et du coup j'ai rencontré une prof de chant sur Paris il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a fait découvrir cette méthode que j'utilise là maintenant qui s'appelle chant, voix et corps. C'est une approche, pas vraiment une méthode, mais c'est une approche qui est enseignée par Emmanuel Trinquès,
Et du coup, c'est une approche qui développe le chant de manière saine en fait. On utilise des outils d'orthophonistes, on travaille beaucoup sur le corps et en fait ça amène énormément de confiance en soi, d'autonomie au niveau de la voix. On rencontre sa voix en fait. Du coup, il y a un effet un peu thérapie, même si on ne cherche pas. Il y a plein de bonnes choses qui se passent en fait. Et ça permet de faire ce qu'on veut avec sa voix en fait. Et j'ai envie de transmettre, de donner ça quoi. Pendant très longtemps, j'ai fait l'homme orchestre. J'ai joué tout seul, guitare, flûte de pan. Puis bon, cornemuse et autres flûtes, mais pendant très longtemps, j'ai joué soit en soliste ou tout seul. Mais déjà soliste, ça veut dire qu'il y a un orchestre avec, ou un ensemble, ou un deuxième musicien, bon. Mais j'ai joué très longtemps tout seul. Je travaille énormément tout seul, effectivement. Mais, si ça doit rester dans un placard, ou si les notes que je lance comme ça en l'air retombent sans toucher les oreilles de personne, il va y avoir quelque chose qui me manquera quand même. C'est-à-dire qu'on rate sa cible. Si on ne fait pas de la musique que pour soi. Évidemment, il m'arrive très souvent de prendre soit la cornemuse ou alors une grande flûte de pan et de jouer tout seul, de souffler tout seul. Oui, ça déstresse, ça permet de travailler son souffle, etc. Mais le but, c'est quand même de se produire, que ce soit en concert ou en diverses manifestations pour donner quelque chose aux autres. Voilà. Alors, c'est un peu tarte à la crème d'employer ces mots-là, mais une expression artistique, elle est source de partage. Autrement, a-t-elle seulement le droit d'exister ? Du coup, moi j'adore Émilie Loiseau parce qu'elle est très énergique, elle a une voix qui est très pure, brute, j'aime beaucoup. Elle a des très jolis textes. Elle est drôle, elle est plein de choses. Je trouve qu'elle a une très forte personnalité. J'aime beaucoup Émilie Simon aussi. Alors elle, c'est un mélange de douceur et d'énergie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle mélange pas mal justement la technologie, tout ce qui est électro. Elle fabrique des sons en fait. Et j'adore ce qu'elle fait. Elle a un imaginaire assez fou en fait. On voit bien dans ses clips, dans ses concerts. Maintenant, mes artistes préférés, d'abord dans quel champ artistique moi je suis avant tout musicien. L'artiste par excellence, le constructeur de son art par excellence, c'est Jean-Sébastien Bach. D'aucuns disent que Bach, l'art de Bach est la preuve ontologique de l'existence de Dieu. D'autres disent que Dieu lui doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Peut-être les deux d'ailleurs. Si Jean-Sébastien Bach n'avait pas existé, la musique occidentale et la musique tout court n'en seraient pas où elle est. C'est une pièce fondamentale. Oui, Bach est le personnage artistique, dirais-je, qui m'inspire certainement, mais que je préfère. Maintenant, il y a d'autres champs d'investigation des carrières artistiques. Si je pense à la peinture, que je considère là aussi comme un art majeur, j'ai une vénération pour Vermeer de Delft, j'ai une vénération pour Velázquez, pour Ribera, pour le Caravage, pour des gens comme ça, et d'autres. Mais je pourrais donner un ou 2 mois de salaire pour une toile originale de Vermeer. Il faudrait peut-être 1 ou 2 années de vie complète pour avoir peut-être l'encadrement d'une toile de Vermeer. Et voilà, ça ce sont des artistes que je place au plus haut du firmament. Mais il n'y a pas que la musique ou la peinture, on peut parler aussi du cinéma, par exemple.
Alors là, c'est pareil, j'ai également une vénération sans borne pour l'artifex absolu, hein, autrement dit en latin, enfin la traduction du latin artifex étant le magicien du cinéma, Georges Méliès, à partir de qui tout se fait, et il me semble même que les plus grands actuels du cinéma ne font finalement que faire fructifier l'héritage de Georges Méliès. Alors là, oui, là c'est encore... mais des gens comme Murnau aussi, enfin, l'expressionnisme allemand me plaît beaucoup. Et Michel Audiard. Bon, mais d'autres arts aussi, peut-être plus mineurs, a priori, et ça n'est pourtant pas le cas. L'art du pop-up, du livre à système, qui est absolument merveilleux, est fort méconnu. L'art de la marionnette aussi, qui peuvent présenter des artistes créateurs tout à fait exceptionnels, beaucoup moins connus que les arts majeurs que j'ai cités auparavant. Mais existe-t-il un art majeur ? En tout cas, moi, celui qui me touche le plus est l'art abstrait par excellence, celui de la musique. C'est peut-être pour ça que je me raccroche à un art beaucoup plus concret qui est celui du livre à système. J'ai eu la chance de passer un petit bout de temps avec Benoît Poelvoorde, un grand acteur belge. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup comme comédien. Je le trouve très bon dans ce qu'il fait. Et passer plusieurs heures à ce qu'on se raconte un peu, nos vies, nos histoires, comment on en était arrivé là, ça m'a énormément apporté, conforté dans cette voie. Et touché, parce que c'est quelqu'un humainement de très touchant. Mes cinéastes préférés, alors il y en a beaucoup, c'est difficile de donner un nom qui ressortirait, mais bon, il y en a quand même quelques-uns. Je dirais qu'il y en a une dizaine qui ressortent. Il y a évidemment Steven Spielberg, qui a accompagné ma vie depuis toujours et qui continue d'accompagner. Et j'ai voilà, été bercé dans mon enfance par ces films et ils m'ont tellement apporté. Aujourd'hui, ils m'apportent encore énormément. Et du coup, voilà, donc c'est un artiste qui est pour moi est complet et total, a traversé tous les genres, toutes les époques, et un artiste qui à la fois arrive à mêler l'intime et le spectaculaire, le réel et l'imaginaire, arrive à mêler tellement de choses qui est vraiment voilà, un mec accompli et total. Et ces thèmes me parlent, les thèmes qu'il développe dans son œuvre. L'œuvre qu'il développe, elle est cohérente, et les thèmes qui sont à l'intérieur me parlent énormément, me touchent. Donc il y a Steven Spielberg, Hayao Miyazaki, un peu pour les mêmes raisons. C'est un artiste du coup japonais qui fait des films d'animation, qui a créé, cofondé un studio qui s'appelle Ghibli au Japon. Et voilà, quasiment toutes ses œuvres, je les adore. Il y a très peu de déchets, ou quand c'est mineur, ça reste quand même un excellent film, quoi. C'est pour vous donner le niveau un peu qualitatif de l'artiste, mais voilà. Et pareil, un petit peu pour les mêmes raisons que Spielberg, c'est un monsieur qui me parle énormément. Le thème de l'enfance me parle énormément au cinéma, et Hayao Miyazaki comme Spielberg ont développé ce thème-là à travers différentes œuvres. Souvent, les héros de leurs films sont des enfants. Enfin, il y a des récurrences comme ça, et ça me touche vraiment profondément, notamment parce que je suis pédopsychiatre et que je m'intéresse au monde des enfants et des adolescents. Du coup, voilà, c'est des artistes comme ça qui me parlent beaucoup. Donc, Hayao Miyazaki. Et après, je dirais, alors, quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup touché à un moment donné, et qui malheureusement, l'évolution de sa carrière fait que du coup, aujourd'hui, je m'y retrouve moins, c'est Tim Burton. Tim Burton, en fait, c'est un artiste assez déluré, qui a un univers vraiment à part, donc c'est un vrai auteur à part entière, c'est-à-dire qu'il a développé des œuvres d'une extrême cohérence et qui sont quand même voilà, développées là encore autour de thématiques et de récurrence, de motifs récurrents, surtout visuels en fait, avec des motifs aussi récurrents, des figures récurrentes, donc les monstres, enfin, on va peut-être pas tout refaire au niveau de ses carrières, mais voilà. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je trouve qu'il laisse beaucoup place à l'imaginaire, et j'aime beaucoup les réalisateurs comme ça, voilà, qui laissent part à la question de l'imaginaire. Donc Tim Burton. Et après, voilà, sur d'autres niveaux, je dirais qu'il y a Jean-Pierre Jeunet en France, qui pour moi est un peu l'équivalent de Tim Burton et de Spielberg en France. Donc Jean-Pierre Jeunet.
Je citerai aussi David Lynch pour son côté fantasque, son côté comment dire, hallucinogène de ses films. Là encore, qui laisse place à l'interrogation. Je trouve que c'est des œuvres qui sont vraiment propices à l'imagination après la science, quoi. Quand on les voit, on imagine la suite, on imagine l'avant, on imagine. Enfin voilà, il y a plein de choses à en tirer. Donc David Lynch, David Fincher pour d'autres raisons, ce qui fait des thrillers qui sont hyper accomplis, et qui sont hyper captivants et prenants. Un travail sur la photo qui est dingo, la BO. Enfin, donc voilà, David Fincher aussi, un artiste qui a bercé mon enfance et qui continue aujourd'hui. Donc voilà, pas mal d'artistes. Bon là, c'est un peu du name dropping en vrac, mais c'est ces artistes-là que je citerai en premier, quoi. Bon, allez, tu me lances? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans? En voilà un autre. Un ami à vous? Certainement pas. C'est pas plutôt un de vos potes au club du troisième âge? Et d'abord, qu'est-ce que vous venez foutre ici dans notre mélancolie? Vous trouvez pas qu'on s'y sent déjà assez à l'étroit? La mélancolie appartient à tout le monde, à ce que je sache. Encore faut-il avoir une bonne raison de s'y inviter. Une bonne raison, vous êtes un marrant, vous? Parce que vous pensez avoir une meilleure raison que moi pour être ici? Mais absolument. Mon ami et moi sommes rongés par le chagrin, vous n'avez pas d'idée. À propos de l'empathie, l'empathie, c'est la capacité de ressentir les émotions qu'éprouvent les gens autour de soi. L'intelligence émotionnelle. Moi, j'ai une fille, par exemple, qui, si elle rentre dans une pièce, s'il y a une personne dans la pièce qui est un peu en colère ou qui s'est fâchée avec une autre personne, qui vient de dire une vacherie, elle va rentrer dans la pièce et en un quart de seconde, elle va ressentir toutes ces émotions croisées comme si c'était des couleurs ou comme si c'était des odeurs. Et ça va l'interpeller. Et moi, je suis complètement comme ça. Et aussi. Et de ressentir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, ça va nous rendre pas bien. Voilà, l'empathie, c'est vraiment de ressentir, d'absorber les émotions qui sont autour de soi. Et dans le jeu de comédien, justement, il ne faut pas jouer, il faut ressentir, il faut être. Donc si jamais je joue une scène de tristesse avec une comédienne, je vais vraiment ressentir de la tristesse chez elle. Et mon personnage, s'il doit être aussi triste, c'est cette tristesse que je vais ressentir, que je vais éprouver, et qui fait qu'à ce moment-là, je vais jouer, entre guillemets, le mec qui est triste. Alors qu'en fait, je ne le jouerai pas, je le ressentirai, ça vient de l'intérieur. Et l'empathie, c'est ça, c'est cette capacité de faire rentrer et donc sortir des émotions. Vous nous emmerdez à la fin. Vous nous emmerdez. Le vieux con, il a peut-être bien 2 ou 3 trucs à vous apprendre sur le chagrin. Le vieux con, il a peut-être bien 2 ou 3 trucs à vous apprendre sur le chagrin. Hein? Vous ne vous soutenez pas. Vous étiez en train de vous battre comme des gamins avec votre ami. Non, c'est pas ça. Si. Est-ce que les criminels manquent d'empathie? Il faudrait y réfléchir. Je ne fais que passer. Je m'installe un peu dans la mélancolie. Je me remémore les bons souvenirs. Je pleurniche un peu. Je ris beaucoup. Et j'éprouve simplement quelques regrets. Pour me donner bonne conscience, quoi. Mais je ne vous encombrerai pas longtemps. J'ai d'autres amis qui m'attendent. Et eux, ils sont encore vivants. Il y a dans ce développement maintenant centenaire, un peu plus que centenaire du cinéma, une volonté très certainement de prendre le relais de ce qu'était la tragédie des anciens Grecs.
Et la tragédie avait ceci de particulier, ça a été défini premièrement par Aristote dans la poétique, la notion de catharsis, de purgation des sentiments, comme le traduisait Nietzsche, la purification, si l'on veut, la catharsis. Autrement dit, un certain nombre de sentiments qui pouvaient être ceux des spectateurs étaient purgés, des sentiments qui pouvaient mener au meurtre, eh bien le fait de les voir représentés sur la scène pouvait purifier le cœur, l'âme du spectateur, et que cela reste sur la scène. Bah, je pense que ça fait appel au mélange entre la curiosité vis-à-vis de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, ça nous fait peur. Tout ce qu'on ne comprend pas peut nous faire peur et peut nous fasciner, en fait. On a envie de savoir. Il y a la curiosité, je pense, très intuitive de l'être humain. On a envie de connaître. On a envie d'avoir les réponses. Donc on se tourne. C'est pour ça que la psychiatrie, c'est pareil, hein. Les gens, je pense que c'est un mélange de peur et de fascination. Parce que, moi, je pense que tout le monde a envie d'être un peu un psychiatre quelque part, quoi. Il a envie d'avoir les réponses sur l'être humain, sur les émotions, sur comment on fonctionne. Donc cette part-là d'inconnu. Et puis le mélange aussi de les tueurs en série, bah voilà, pourquoi quoi? Pourquoi à un moment donné ils ont tué? Qu'est-ce qui fait que le cerveau a déraillé? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là a tué un certain nombre de personnes? Enfin, je pense qu'il y a voilà, un mélange de fascination, de crainte, de peur, d'appréhension, de volonté de savoir. Chaque personne peut avoir des pulsions, peut-être pas meurtrières, mais criminelles parfois. Bon, nous avons des tabous, fort heureusement. Nous avons aussi un savoir-vivre, une civilité, un code civil, et nous nous y conformons. Autrement, nous sommes des criminels, nous sommes des délinquants, etc. Certainement que les mises en scène cinématographiques qui prennent appui sur le milieu criminel, ne sont pas éloignées de cette volonté qui était celle de la tragédie autrefois. Voilà. Et maintenant, pourquoi les gens sont-ils fascinés ? On est toujours attiré par ce qui est interdit, hein. C'est un vieux sentiment adolescent, ça. Quelque chose est interdit, l'enfant, l'adolescent, n'a qu'une idée en tête, c'est de le faire. Bon. Je pense qu'il reste quelque chose d'adolescent chez les adultes. Et oui, on cherche à se reconnaître chez ces personnages-là. Mais bon, c'est un film. On sort de la salle de cinéma et on replonge dans le réel. La fiction est terminée. Alors, comment l'art peut continuer à humaniser les gens, ou en tout cas peut avoir une utilité d'un point de vue social alors, je pense que tout à l'heure tu citais Spielberg. Je pense que Spielberg c'est quelqu'un qui a, comme plein d'autres artistes aujourd'hui, hein, mais qui a du mal avec le langage tel qu'on le connaît, et qui utilise lui comme langage pour parler le cinéma. Je trouve que l'art, pour lui, c'est son langage en fait. C'est une façon de dire les choses, et je pense que c'est comme ça que l'art peut humaniser. C'est-à-dire que moi, quand je vois un film, je ressens des émotions. Je pense que c'est vraiment le cœur de l'humanité, elle est là, elle est dans les émotions. Et c'est comme ça en fait, c'est pas à travers ce qu'on vit, donc des comportements quand même, des émotions, que on préserve et on maintient une certaine humanité, je pense. C'est grâce à ça, quoi. Enfin, voilà. Je pense que c'est comme ça que l'art peut continuer à nous humaniser. C'est à travers les émotions.
soit plus doux, plus humain, qu'on redevienne un petit peu... j'ai l'impression il y a tellement de gros trucs au-dessus de nous, de grosses machines, j'ai l'impression qu'on est en bas et qu'il y a ces trucs en haut et que c'est un peu vertigineux. Du coup, ça serait bien que tout le monde redevienne un petit peu... ça redevienne un petit peu plane, avec du relief bien sûr, mais que ça soit plus doux, plus humain et plus... comment dire... plus serein. Beaucoup plus serein. Faire de l'art, être artiste, je pense que ça rend heureux. L'art, c'est quand on s'adonne complètement à un art, c'est une passion. Si sa passion devient son métier, alors vous êtes le plus heureux des hommes parce que vous ne travaillez plus, vous faites votre passion. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et quand je vois des gens qui ont des regrets, ah j'aurais aimé, j'aimerais faire comme toi, etc. Allez-y, foncez. Il ne faut pas avoir peur. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, que ce soit à 20 ans, à 40 ou à 50, on peut très bien changer de vie et à un moment décider d'être heureux, tout simplement. Après, c'est des périodes de vie. Moi, j'ai eu envie de ça il y a très longtemps, il y a 3 ans en fait, 3-4 ans. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai pris le temps que ça se mette en place dans ta tête. Tu te dis, bon, je vais vraiment quitter mon boulot, vraiment. En fait, il faut le sentir. Donc je l'encouragerais à se documenter, à monter un projet écrit, quelque chose de concret. Et je dirais d'y aller. Moi, je pense qu'il y a toujours, on rebondit tout le temps, on rebondit toujours. Après, la société, elle est faite d'individus. Il y a par exemple, moi, dans ma famille, j'ai eu de la chance où mes parents m'ont plutôt laissé libre de faire ce que je voulais du moment que je serais heureux, quoi. C'est-à-dire que voilà, ils m'ont encouragé. À un moment donné, j'ai hésité à faire du cinéma. J'ai vraiment hésité. Et là-dessus, mes parents étaient plutôt à m'encourager, à vouloir que je le fasse, à vivre un rêve, quoi, entre guillemets, tout en étant conscient que c'est difficile. Ça nécessite souvent quand même, pour être un artiste accompli, malheureusement, il faut en passer quand même par un parcours assez doloriste, quoi. Enfin, les plus grands artistes, je pense, mondiaux et du temps, enfin, d'époque, sont des gens qui, à mon avis, ont souffert à un moment donné dans leur vie, quoi. Mais que la flamme qui maintient ces rêves d'art ne s'éteigne pas. Ça, ce serait le grand projet. Ouais. Ouais.
Thank